Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour l'Hebdo des Options, le rendez-vous que nous préparons chaque semaine avec Paul et que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options tous les lundis à midi et dans lequel on vous propose une lecture des marchés dérivés et puis différentes stratégies. Au programme cette semaine, eh bien, on va aller voir le calendrier de la semaine, macro et micro, on fera un focus sur le S&P et puis on essaiera de répondre à la question de Buzz Trader sur Twitter pour la lecture du VIX qui a laissé deux gaps ouverts de chaque côté. On s'intéressera ensuite eh bien, à l'or dont nous avions détecté la semaine dernière un mouvement haussier potentiel grâce à la lecture de la position ouverte sur les options. On ira voir deux des publications principales de cette semaine graphiquement, et puis on terminera comme toujours par le cas d'école. Cette semaine, on va utiliser une stratégie avec eh bien, une configuration un peu particulière qu'on va détailler. Ce sera l'achat d'un Iron Condor. Alors on commence avec le calendrier de la semaine à venir, un calendrier qui va être maigre du côté des publications macroéconomiques. On aura mercredi notamment à Wall Street les PMI, les indices des directeurs d'achat, manufacturiers et dans les services. Donc un indicateur qui est important, qui est intéressant à surveiller évidemment, puisque c'est censé être un indicateur avancé sur la santé de l'économie aux États-Unis et ailleurs quand il est publié bien entendu. Donc ça, ce sera mercredi. Dans la semaine, les principales publications à Wall Street, on aura Tesla pour commencer mardi, et puis jeudi, Google et Procter Gamble. Nous, on s'intéressera cette semaine à Tesla et Google notamment. À noter que pour Procter Gamble, on ne s'arrêtera pas particulièrement sur le titre, mais on a un ratio de couverture qui indique un relatif optimisme de la part des opérateurs, donc un peu de prudence peut-être sur cette publication en particulier. Encore une fois, les indications données par la lecture de l'intérêt et de la position ouverte ne font que confirmer ou infirmer ou renforcer une réaction en cas de publication. Ce ne sont pas évidemment des prédictions. Et puis, nouvelle échéance des marchés dérivés de mai. Donc, en plus d'une saison des publications qui va s'intensifier, eh bien, on aura une nouvelle échéance technique et on va aller voir que l'intérêt est un peu en retrait au début de cette échéance. Donc, un scénario qui est assez ouvert globalement, comme vont l'indiquer la plupart des indicateurs qu'on a ici. Mais justement, on va voir comment travailler dans ces configurations. Alors, je vous rappelle que nous serons à Paris le 20 juin prochain avec Paul, le 20 juin après-midi, pour une présentation sur les options. Vous recevrez tous les éléments dans notre newsletter. Vous pouvez aller vous abonner sur la chaîne, sur notre site internet, l'atelierDesOptions.com. Vous pouvez vous y rendre et vous abonner à la newsletter et vous serez informé et vous aurez la possibilité de vous inscrire rapidement pour cet événement dans lequel on sera ravis de vous rencontrer. Un événement dont je rappelle qu'il est évidemment gratuit. Pour la semaine, donc S&P, VIX, probablement ça va bouger, hein, c'est ce qui est à attendre de la configuration graphique, tant sur le S&P que sur le VIX. Difficile de déterminer un sens de sortie, on a eu un mouvement baissier violent, un rebond assez significatif, et puis une période de stabilisation, comme on l'évoquait ensemble la semaine dernière. Le scénario principal s'est confirmé, les opérateurs sont un peu en stand-by dans cette configuration de marché, et la saison des publications va être assez déterminante. On attend probablement de la volatilité à venir, évidemment. On jettera un œil sur l'or. On avait regardé le GLD, l'ETF sur lequel on avait détecté une grosse position ouverte avec globalement, majoritairement, une position acheteuse, mais aussi des ventes de call un peu plus haut qui indiquaient que les opérateurs attendaient peut-être un dernier pic haussier, mais un mouvement qui allait probablement toucher à sa fin rapidement. On s'en approche de cette cible, donc à surveiller. Le mouvement s'est confirmé. Les publications qu'on va suivre de près sont Google et Tesla. On peut déjà dire que sur les deux, le ratio de couverture indique de la prudence. Tesla un petit peu, Google encore plus. Donc peut-être des mouvements de contre-pied à court terme, même si on n'a pas encore de configuration haussière. On va aller la regarder en détail. Et puis on terminera par une stratégie qui est rarement utilisée sur les options, c'est l'achat d'Iron Condor. En général, on vend l'Iron Condor. C'est une stratégie qui permet d'encadrer le marché, d'encadrer complètement son risque. Et bien là, on va voir qu'on va l'utiliser à l'achat dans une configuration différente en fonction des critères qu'on va fixer, puisque pas mal d'incertitudes quant à l'évolution des indices dans les jours qui viennent, et une sortie probable d'un côté ou de l'autre. Ça, on pourrait jouer un straddle habituellement, donc l'achat de deux options.
mais la volatilité étant haute, le prix d'achat des options est cher et donc il faudrait un décalage très important pour que la stratégie soit gagnante. Or, ce n'est pas notre scénario. On pense qu'il a un mouvement de 3 à 7 est possible, mais peut-être pas beaucoup plus à court terme. 3 à 7 c'est pas mal, mais il faut amortir ce straddle et on va voir comment on peut le faire avec l'achat d'Iron Condor sur le SPY en l'occurrence, donc l'ETF le plus traité sur l'indice S&P à Wall Street. On va aller jeter un œil tout de suite sur notre graphique hebdomadaire du S&P. On a cette configuration qu'on pressentait, je zoome un peu, cette configuration hebdomadaire qu'on pressentait avec, après un gros rebond, une période de stabilisation. C'est bien le S&P en hebdomadaire que vous avez ici. L'enjeu, c'est de s'extraire de cette zone en bas, 5222, 5258. Les futurs indiquent à cette heure-ci qu'on est proche de cette borne basse, 5222, 5227. Donc pour l'instant, on est sur la borne basse, mais elle n'est pas rompue. À la hausse, l'enjeu, ça va l'être de déborder la médiane dans un premier temps, et puis surtout 5504, qui est le petit plafond de verre sous lequel on est inscrit. Alors on va zoomer en journalier sur le S&P. On peut rappeler que sur la semaine, le S&P a perdu 1,5%, donc un mouvement qui est de plus de faiblesse par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les marchés dérivés et les marchés européens qui ont, eux, surperformé au cours de la semaine. Du côté de la position ouverte, on a eu une semaine d'échéance qui s'est déroulée avec un intérêt qui est relativement modeste. On clôture l'échéance d'avril, vendredi dernier, avec 2 205 000 contrats ouverts. Ceci dit, au cours du mouvement de baisse qu'on a enregistré tout au long de cette échéance, c'était un tout petit peu de pression baissière qui était enregistrée sur les indices américains, notamment au cours de la séquence baissière qui s'est déclenchée à partir du 3 avril. L'intérêt qui était assez faible, autour des 2 100 000 contrats, est monté à 2 205 000. Donc sur la semaine, on n'a pas un changement majeur, 0,30% de hausse de la position ouverte, alors qu'on clôturait la semaine dernière à 5363 sur le S&P. On clôture l'échéance, le S&P cash clôture à 5282 vendredi dernier, jeudi dernier, le 17, autant pour moi, le vendredi était férié. La position ouverte a augmenté de 6800 contrats. C'est un peu de pression baissière, ça n'est pas très très fort encore, mais on a un petit solde qui reste vendeur. Donc l'enjeu, vous le voyez ici, il est bien lisible, c'est de préserver cette zone 5222-5258. Le risque, si on s'installe en dessous, alors on peut aller former des petites accélérations en intraday sous 5258, mais c'est bien le range 5258 qui est important. Si on va tester 5222, on peut encore former des contre-pieds. Si on s'installe en dessous en clôture, la cible, c'est au moins un mouvement de taille équivalent au trading range, donc pour aller chercher des extensions en direction des supports intermédiaires que vous avez, 5152, 5057 et pourquoi pas 5012, donc un mouvement à attendre par rapport à la clôture de l'ordre de 5% si on rompait la borne basse. Si on revient à s'attaquer à cette oblique qui est maintenant bien identifiée par le marché, intéressante, avec 1, 2 et 3 points hauts, ici, il faudrait revenir donc tester 5396, puis l'oblique. Alors, pour la séance du jour du lundi 21 avril, puisque les marchés américains sont ouverts aujourd'hui, contrairement au marché européen, 5430, ce sera le point pivot vraiment de la sortie ou pas de cette zone de congestion pour l'instant, avec au débordement de 5430, le haut du range 5504, et ça n'est qu'au débordement de 5504 qu'on confirmerait, mais on aurait déjà au débordement de 5430 un premier indice de réactivation haussier et un mouvement qui pourrait être dans ce cas-là assez significatif à la hausse par rapport au cours de clôture de vendredi. On enregistrerait un mouvement pour aller chercher la borne haute de 4%, et puis des extensions qui pourraient mener en direction de 5745, 5770, donc jusqu'à 9%. On n'envisage pas un momentum très fort dans ce marché dans lequel on a besoin de reconstruire. Vous avez vu la taille de la structure de retournement qui a entraîné le marché à la baisse. On s'est inscrit dans ce mouvement de retournement du 5 novembre au 7 mars avant d'accélérer. Donc,
On a un mouvement qui est long. Ici, pour l'instant, on a juste pour l'instant une réaction haussière après un mouvement de baisse et une stabilisation dans un trading range. Encore une fois, le mieux qu'on escompte, c'était cette petite stabilisation pour une sortie, pourquoi pas une accélération. Il est possible qu'on n'en sorte pas aussi et qu'il y ait un jeu de contre-pied et qu'on reste dans cette zone-là. Évidemment, l'autre cas de figure qui est vraiment indécis pour l'instant compte tenu de l'ouverture du scénario à cause de la position ouverte. Hein. Encore une fois, un intérêt qui est assez maigre. Nous oblige pour l'instant, être en situation d'attente, mais c'est pas grave, c'est de voir comment on va réagir en cas de débordement ou de franchissement de tel ou tel niveau. Pour l'instant, voilà, le marché est moins lisible parfois, et c'est le cas ici. On va s'intéresser au VIX, comme on l'avait dit, pour répondre à la question de Buzz Trader. Alors, on va regarder le VIX en hebdomadaire pour commencer. Mon titre est un peu loin, on va zoomer ici. Voilà, le VIX, il est quand même sur des niveaux je vais le rapprocher là, qu'on l'est. Voilà, le VIX est sur des niveaux toujours d'alerte forte. Hein. Je rappelle qu'on avait fixé alerte forte entre 30,92 et 34,49. Au-delà, on passe en panique. On est toujours très vigilant et on a un mouvement d'incertitude et la volatilité qui ouvre en lundi 21 avril à bien 32,70 et pile au milieu de la zone. Pour l'instant, c'est encore une fois un scénario qui est très ouvert. Alors, on va regarder du côté en journalier, essayer de trouver des éléments d'information quant à l'évolution de la volatilité. On a effectivement laissé deux gaps ouverts sur la volatilité, un haussier le 3 avril, un baissier le 14 avril. La volatilité est donc coincée entre ces deux gaps, plus proche d'aller combler pour l'instant, le gap haussier, c'est-à-dire un mouvement baissier hein, sur les marchés, vous connaissez le principe, le stress et la volatilité évoluent évidemment en sens inverse de la tendance sur les indices. On a cette petite oblique, donc cette petite ligne de tendance haussière qui est marquée par 1, 2, 3, 4, 5 points ici. Le passage sous cette oblique, donc, qui correspondrait au niveau de support à 30,92 pour la séance, donnerait un scénario baissier sur la volatilité, donc haussier sur les indices, avec en mire eh bien, de bonnes chances d'aller combler ce gap baissier. On reste encore une fois, et ce sont les premières publications de la semaine probablement ou les PMI qui vont permettre de déclencher ce mouvement et de retourner vers 23,35. À l'inverse, à la hausse, on sait qu'on a un risque d'accélérer au débordement notamment de 34,49 pour aller combler ce gap laissé ouvert et dont le pied est situé à 36,88 avec des risques d'extension dans ces cas-là. Hein. On ne va pas pile combler le gap pour s'arrêter en général. C'est qu'il y a un petit mouvement de stress, surtout si on retourne au-delà de 34,49. Donc on peut avoir un mouvement de volatilité qui s'étende au-dessus. Encore une fois, quand la volatilité se détend, elle a tendance à aller combler les gaps gentiment. Et puis pourquoi pas repartir ou à stabiliser, à s'installer en dessous, mais c'est un mouvement qui normalement est plus délicat, plus mesuré, alors que quand elle repart à la hausse, ça peut être plus brutal et puis avoir un peu de stress et aller rompre les niveaux de support et donc une volatilité qui se tendrait. Et vous avez vu nos scénarios sur le S&P. Donc voilà pour répondre à cette question de Boss Trader. Scénario ouvert, je n'ai pas la réponse. On est pour l'instant entre deux eaux, 30,92 en bas, 34,49 en haut. C'est la sortie de ce mouvement qui va nous en dire plus pour aller soit combler le gap et probablement accélérer en direction de 39,30, 43,15, alors qui sembleraient des cibles possibles. Après, ce serait vraiment des mouvements plus brutaux et plus gênants. À l'inverse, hein, si on repasse sous 30,92, le scénario d'une détente et d'aller combler ce gap-là et d'une hausse des indices et d'un rebond paraît plus probable. Voilà pour la lecture du VIX. On va s'intéresser, comme on l'avait dit, on va aller jeter un œil du côté de l'or et du GLD, l'ETF SPDR Gold Trust qu'on avait bien analysé ensemble la semaine dernière. La probabilité d'une hausse était importante sur le SPDR Gold Trust, souvenez-vous, puisqu'on avait détecté, Paul avait détecté pour nous, et bien sur le graphique hebdomadaire, hein. Donc on avait regardé cette zone de range, 288 avec en mire 304,60 et puis pourquoi pas 320,80. On est en pré-ouverture aux alentours de 312, on s'approche de la cible et l'intérêt sur les options avec de grosses positions ouvertes hein, sur les options, 60 000 calls à 295, 60 000 calls à l'achat à 305, 60 000 calls à 310 et puis une stratégie de vente de calls de 60 000 à 320, donc qui laissait envisager que bien, le mouvement haussier pouvait se poursuivre. On s'était parlé lundi et effectivement depuis
l'or a bien progressé, parce que si on prend la clôture de la bougie précédente, on a eu un petit trou d'air pour aller tester le support, d'ailleurs parfaitement, encore une fois, hein, toujours intéressant. On n'a pas été comblé encore le gap qui est ouvert ici, et puis on a progressé sur la semaine dernière de 3,5%. Et on serait en passe d'ouvrir avec un gap haussier. Pour l'instant, le SPDR Gold Trust n'est pas ouvert, mais un nouveau gap. Alors, on a toute une série de gaps, 1, 2, 3, 4 gaps ouverts sur cet ETF. Ça laisse envisager, pourquoi pas, un mouvement de pause. Pour l'instant, on ouvrira avec un nouveau gap. Je ne l'ai pas placé ici, puisque je n'ai pas l'ouverture exacte. On verra. C'est évidemment le retour sous le premier des gaps qui serait un risque, donc avec aussi cette position importante à 310, donc qui serait un premier signal de faiblesse sur l'or. Et puis on voit cette ligne de tendance haussière que j'ai tracée, alors elle est en devenir parce que je n'ai que 2 points bien propres, mais la rupture de cette ligne de tendance, donc le passage sous 304 qui invaliderait le mouvement. Pour l'instant, ça reste haussier avec en mire 320, aucun signe d'invalidation ou d'épuisement, si ce n'est qu'effectivement toute cette série de gaps laisse à penser qu'on va pouvoir retracer un peu sur l'or et que la cible idéale se trouve située aux alentours de 320,80 sur le produit et vente de call 320. Donc, encore une fois, un peu de volatilité, peut-être avant un mouvement de retournement. Ce serait, encore une fois, la rupture de cette ligne de tendance haussière en devenir qui sera un des premiers warnings, 304, l'alerte, et le passage donc sous le pied du gap qui est en passe d'être laissé ouvert ici, qui se situe avec le plus haut de la semaine dernière à 308,06. Donc, on a ce premier gap et le retour sous 310 qui serait un premier warning et un signal baissier validé de court terme sur l'or à la rupture de 304,60 avec en mire le comblement des différents gaps ici. Ceux-là seront peut-être plus difficiles à combler parce qu'ils se trouvent sous une zone clé quand même de 188, 292 qui sont de gros supports, mais encore une fois on peut s'attendre à une extension haussière et peut-être une dernière avant un mouvement de retracement sur l'or. Les publications qui nous intéressent cette semaine, bien c'est Tesla dans un premier temps et Google. Alors vous savez, on en a parlé déjà ensemble quelques fois, que le mouvement globalement sur Tesla est baissier depuis la validation de cette grosse structure de retournement en épaule, tête, épaule, à la rupture de 326 au mois de février dernier, fin février dernier. La cible idéale de ce mouvement, elle se situe dans cette zone 154-176 avec un niveau de cible pile qui se trouverait aux alentours de 166, 165, 40, 166 et qui correspondrait en plus à l'ancienne ligne de tendance haussière de long terme qui est formée un triangle qu'on avait rompu par le haut, que j'ai laissé quand même en gris sur ce graphique hebdomadaire pour qu'on repère cette figure, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup d'hésitation et de volatilité autour de cette oblique et dans cette zone 233, 264, 60. On a toujours ces grandes mèches de rejet sur Tesla à chaque fois qu'on tente de former des points hauts. La bougie de la semaine dernière est un peu plus stable, si on peut dire, puisqu'il n'y a pas eu de rejet en partie haute, mais en clôture quand même, en baisse sur la semaine assez nettement de 34%. La préouverture indique que Tesla ouvrirait sous ce niveau de 233,40. On va les zoomer en journalier pour voir l'enjeu technique à court terme. C'est Tesla que vous avez ici en journalier, bien sûr, toujours avec donc une structure de triangle qui est en train de se former. Alors, il n'est pas très franc, je n'ai que 2 points en bas, j'en ai bien 3 en haut, en revanche, donc cette oblique est bien lisible. Si on débordait sur Tesla ce niveau de 262, 264, 60, eh bien, on pourrait avoir une accélération haussière pour aller rechercher 284,5, qui serait déjà une première cible majeure, et 312 en cas d'extension, si le mouvement surprenait à la hausse. Reste que cette structure, pour l'instant, c'est une pause. La borne basse de la structure pour la journée, alors Tesla publiera mardi, donc c'est plus l'enjeu qu'on va aller surveiller. Mardi, le niveau sera situé à 212. Si Tesla passe sous 212, on va aller très rapidement probablement chercher la cible de la structure avec la zone 176, 154, 176, l'oblique, l'ancienne ligne de tendance haussière, et puis la cible idéale qui est située, comme on le disait, autour de 166, 165, 166. Donc, pour l'instant, indécision. On peut dire que le ratio de couverture indique une relative prudence sur Tesla. On a un ratio put-call sur Tesla qui est situé à
1,30. Je vous rappelle que le ratio put-call doit évoluer entre 0,80 et 1,20 généralement, donc 1,30 c'est un signe de prudence de la part des opérateurs. Je rappelle aussi que le ratio put-call n'indique pas le sens de la tendance, mais l'état d'esprit des opérateurs, ce qui signifie que eh bien, si les opérateurs sont déçus par les chiffres, le mouvement de baisse serait peut-être plus canalisé dans un premier temps avant d'accélérer si vraiment la rupture des niveaux qu'on a vus ensemble se matérialisait. Ça n'empêchera pas le marché de se retourner, la valeur de continuer à baisser. Ça limitera le mouvement de baisse dans un premier temps, sachant que les ratios et les niveaux, le ratio de couverture indique de la prudence, mais que ces couvertures sont ajustées sur des niveaux et qu'en dessous de certains niveaux techniques, le mouvement de baisse se confirme. En revanche, si la publication est bonne et que les opérateurs sont agréablement surpris, eh bien effectivement on pourra assister à un mouvement plus haussier, plus rapide, peut-être de court terme, mais en tout cas dans un contexte où eh bien, on a été prudent et donc on est sous-investi sur le titre, et si la publication séduit, eh bien dans ces cas-là on pourra accélérer, mais ça n'est pas une martingale en soi pour détecter le sens de la sortie, c'est en fonction de la réaction que le mouvement sera plus ou moins fort. Et puis on va aller jeter un œil sur Alphabet Google pour l'action GOOGL qui est la plus liquide. On avait indiqué hein, donc la rupture d'un canal haussier de long terme, je l'ai supprimé hein, pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est la préservation de ce niveau de 147,50 qui est un niveau clé pour le titre, on le voit en hebdomadaire. Et ce qui nous inquiète un peu plus, c'est ce grand triangle inversé qu'on a détecté sur Google, qui est un signe de désorientation en haut de marché. Donc, une structure comme celle-ci indique eh bien, que les cotations ne sont pas harmonieuses et qu'on forme des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas dans la même figure. On attribue généralement, je le rappelle, ce mouvement à une distribution de la part des grosses mains et des gros acteurs du marché, avec des mouvements de hausse et des derniers pics haussiers, des mouvements de baisse qui se font avec des volumes plus lourds, une quatrième vague de hausse qui se forme avec des volumes en baisse, un repli assez marqué, et on voit que si on avait détecté l'avalement haussier la semaine du 7 avril, eh bien on a du mal à réaccélérer, on s'arrête autour de la médiane de la bougie précédente, donc encore une fois un mouvement d'indécision, mais le ratio put-call indique à 1,42 que les opérateurs sont particulièrement prudents pour cette publication, donc encore une fois, 1,47 même, donc encore une fois, des mouvements de contre-pied qui peuvent se mettre en place. Je rappelle qu'une structure en triangle, c'est une structure qui est difficile à lire, qu'elle doit s'invalider par la formation d'une structure inverse, donc une stabilisation au mieux, et un triangle inversé peut rebondir dans des proportions importantes et même aller chercher la borne haute du triangle en vague 5 avant de rebaisser en vague 6. Donc c'est un mouvement qui peut prendre du temps. Autant dire que comme sur le reste du marché, on a pas mal d'incertitudes. En revanche, on en aura une, c'est si on repasse sous 147,50 et surtout sous l'oblique noire, là on assistera à un mouvement de baisse marqué avec bien en mire les niveaux de support que vous avez ici. On peut même dézoomer en mensuel dans ce cas-là. Vous voyez ce grand triangle avec des niveaux qui se situeraient majeurs à 130, 115, donc un mouvement de baisse qui pourrait être important. Pour l'instant, encore une fois, scénario ouvert, le marché ne nous dit pas toujours ce qu'il va faire, évidemment, mais on voit cette indécision. Donc 147,50, 163,10, avec des rebonds qui peuvent se mettre en place sous forme de contre-pied si la publication séduisait et que eh bien, les opérateurs sont dans un état d'esprit assez prudent. Et puis on va terminer avec notre cas d'école sur le SPY, le SPDR S&P 500. On va travailler ici l'achat d'un Iron Condor. Alors, on ne donne pas avec ces stratégies les bases et le niveau pour le faire. Je rappelle que ce ne sont pas des conseils, mais de l'éducation et des scénarios de stratégie possibles. Formez-vous sur les options avant de commencer. Utilisez un pricer d'options pour vous entraîner, donc avec l'outil chaîne d'options que vous retrouvez sur l'outil Pro Real Time, pour vous entraîner et comprendre bien le fonctionnement des options. Regardez nos vidéos sur les options sur la chaîne YouTube de l'atelier des options, pour comprendre ces stratégies, mais c'est pour expliquer et donner eh bien, un scénario et vous montrer à quel point on peut toujours, selon la configuration et la lecture du marché qu'on a, adapter un scénario. Alors, généralement, l'Iron Condor se vend, et donc on aura tendance à vendre le call au-dessus de la monnaie. Je vais mettre la monnaie, hein, c'est le dernier cours, c'est le cours actuel. Donc, à la monnaie, on est ici. Je vais le centrer. Voilà, donc on vaut sur le produit à environ 521, en tout cas c'était le cours de clôture de vendredi, c'est 526, là c'est 521,30 en préouverture pour l'instant. Donc à la monnaie c'est 520.
autour du prix, et généralement sur la vente d'un Iron Condor, on va vendre le call au-dessus, vendre le put en dessous, et puis se protéger avec un achat de call au-dessus et un achat de put en dessous pour encadrer le marché, et ça c'est dans le cas de la vente. Dans le cas de l'achat d'Iron Condor, on va se comporter différemment. C'est une stratégie qui est rarement utilisée. Pourquoi? Bien parce qu'ici, on anticipe un mouvement de marché important sur le S&P, comme on l'a dit, relativement important sur le S&P, probablement assez rapide, mais dont on ne connaît pas le sens. Dans ces cas-là, on pourrait acheter un straddle, c'est-à-dire qu'on va acheter un put, acheter un call, donc prendre uniquement 2 options d'achat, puisqu'on s'attend à un mouvement fort dans un sens ou dans l'autre. Je vous rappelle que c'est la stratégie qu'on avait proposée sur United States Steel, la valeur X, donc United States Steel, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, avec donc un achat de straddle pour envisager un mouvement fort dans un sens, dans un sens ou dans l'autre, dont on ne connaissait pas la sortie. Mais la volatilité, comme vous l'avez vu, est assez chère. Donc acheter cette stratégie aujourd'hui nécessiterait un mouvement de marché très important. On a mesuré avec Paul qu'il fallait plus de 5% de décalage dans un sens ou dans l'autre. Et que si le mouvement de 5% n'a pas lieu, notre stratégie resterait perdante. Donc il faudrait, pour amortir, arriver au point mort de la stratégie, 5% d'un côté ou 5% de l'autre, ce qui laisse des décalages qui sont trop importants. Eh bien, c'est pour ça qu'on a trouvé cette solution avec Paul, de vous proposer l'achat d'Iron Condor, où on va acheter un call au-dessus de la monnaie, plus ou moins proche selon le débit qu'on veut obtenir et selon le coût de la stratégie, et acheter un put en face, équilibré par une vente de call et une vente de put de chaque côté, qui vont venir en crédit de la stratégie et qui vont limiter le coût, puisque l'achat de put et l'achat de call coûte cher compte tenu de la volatilité. Par ailleurs, cette vente va limiter le coût de la stratégie, alors limitera la performance, mais nous permettra d'obtenir, avec les bons prix d'exercice calculés par Paul dans un scénario optimal, même si on n'a pas de backtest comme on le fait systématiquement sur cette stratégie-là, on a un trade qu'on pourrait obtenir donc en étant delta neutre et long gamma. On reviendra là-dessus, mais si vous voulez comprendre, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de l'Atelier des options. Et donc, sur une stratégie qui est ouverte sur l'expiration de mai, avec un gain potentiel de 120 $ pour un risque de 380. Donc, c'est une stratégie qui est risquée en termes de risque-rendement, mais qui offre un rendement potentiel de plus de 30%, 31% de rendement pour un mouvement de 3% du sous-jacent. Donc, c'est un mouvement dans lequel il faut être un peu sûr que la volatilité, que le marché va bouger, mais avec un décalage de 3%, on devient profitable sur cette stratégie. Or, il est assez probable dans la saison de publication, compte tenu des volatilités récentes qu'on a connues, de la stabilisation des derniers jours, qu'on ait un mouvement de 3%. Ça donnerait théoriquement des écarts de cet ordre-là, autour de 520, 505 en bas et 536 en haut. C'est au moins le mouvement qu'on veut obtenir. Alors l'intérêt de la stratégie, c'est que, encore une fois, elle est financée par les ventes d'options, qu'elle est bloquée aussi. On connaît son gain et sa perte maximale dans ce type de stratégie. Et en revanche, le gain de la stratégie est limité aux ventes d'options, donc aux bornes hautes qu'on va choisir. Donc en fonction de son appétit au risque et de son anticipation, on peut ajuster les bornes. Les ratios que je vous ai donnés sont calculés par Paul en fonction d'un niveau d'équilibre. Le risque de la stratégie, c'est de perdre toute la valeur du débit de la stratégie. C'est l'achat d'Iron Condor est une stratégie débitrice, contrairement à la vente d'Iron Condor, puisque le coût des achats de call et de put va être supérieur au crédit obtenu par la vente de call et la vente de put. Donc on sait que le gain maximal sera limité aux bornes hautes qu'on va fixer en fonction de son orientation. Évidemment, plus je vais vendre mon call haut, moins il va me rapporter dans ma stratégie, mais plus mon potentiel de gain pourra être important à la hausse, et c'est le même principe à la baisse sur la vente de put, qui va limiter mon gain en cas de rupture du niveau de strike, mais en revanche qui viendra aussi plus ou moins me rapporter du crédit. Plus je vais vendre un put proche, moins je pourrai gagner, mais moins ma stratégie me coûtera cher tout de suite. Donc c'est une question d'équilibre dans cette configuration, mais encore une fois, comment travailler le marché avec une volatilité chère? Voilà une des solutions que permettent les options grâce à, encore une fois, cet achat d'Iron Condor.
Voilà les éléments que nous voulions vous proposer pour cette, semaine qui va être probablement donc volatile avec une sortie incertaine. Vous pouvez nous retrouver sur l'Atelier des options, vous abonner, pensez-y, à la chaîne YouTube de l'Atelier des options. Bien sûr, indiquez-nous vos commentaires dans le suivi de ces vidéos pour que nous puissions, vous répondre si vous avez des questions et puis, adapter le format si certaines choses n'étaient pas claires, bien entendu. Et puis, pensez à vous y abonner, bien entendu, à partager, à liker ce contenu. Vous savez que c'est le moyen de le valoriser et de nous permettre de le proposer de plus en plus, de façon de plus en plus large et donc en activant les notifications de nous retrouver. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et on se retrouve tout au long de la semaine pour différentes informations sur le marché et puis toujours le cas de pédagogie qu'on vous propose tous les jeudis à midi.